Et donc, pour commencer la matinée, nous avons le plaisir d'accueillir Lucie Feutrier-Cook. Vous êtes consultante en migration et droit d'asile, chargée d'enseignement et formatrice. Vous avez exercé des fonctions de direction dans plusieurs associations de solidarité et vous intervenez désormais en tant que consultante auprès d'associations et institutions pour accompagner la création de nouveaux projets et actions de plaidoyer. La promulgation de la loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration le 26 janvier 2024 est venue conclure une série de plusieurs séquences politiques en 2023, marquées par de nombreux débats politiques et médiatiques révélant de profondes lignes de fracture idéologique. S'inscrivant dans une prolifération législative sur l'asile et l'immigration, avec une nouvelle loi environ tous les 2 ans depuis 1945, l'ambition de ce projet de loi était de réformer trois grands domaines en matière de séjour, en matière d'éloignement et d'expulsion et en matière d'asile. Ce dernier sujet n'a pas fait l'objet d'une attention particulière de la part des parlementaires et des médias au cours des débats sur la loi. Seuls des juristes et des associations spécialisées dans l'accompagnement et l'accès aux droits des personnes en demande d'asile se sont inquiétés des modifications législatives touchant aux droits et à la procédure d'asile, ce dont vous nous parlerez ce matin. Dans la loi, la question linguistique n'est appréhendée qu'à travers le seul prisme de l'intégration par la langue, avec un renforcement de l'exigence de maîtrise du français pour l'accès à un titre de séjour pérenne. Aucune mention explicite des enjeux de recours à l'interprétariat, alors qu'il s'agit en soi d'une garantie de l'accès aux droits des personnes exilées allophones et d'une recommandation portée par de nombreuses associations. Des modifications portées par la nouvelle loi en matière d'asile viennent pourtant inévitablement interroger le recours à l'interprétariat, ce que nous discuterons aussi aujourd'hui. Un an après sa promulgation, quels sont les impacts de la loi du 26 janvier 2024? Cette question n'est pas des plus simples à répondre puisque de nombreux textes d'application précisant l'organisation concrète des réformes se sont fait attendre dans un contexte politique national mouvementé et instable. De plus, il est important aussi de rappeler que ces impacts sont et seront à interroger à la lumière de nouvelles évolutions législatives et réglementaires futures et de la mise en œuvre du pacte européen sur l'asile et la migration que nous aborderons plus tard dans la matinée avec Laurent Delbos de Forum Réfugiés. Lucie, je vous laisse la parole donc pour environ 40 minutes d'intervention pour nous expliquer les impacts de la loi du 26 janvier 2024 à la lumière des réformes apportées par ce texte et par ses décrets d'application sur l'exercice du droit d'asile en France. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Laura. Merci, Aude. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, N'hésitez très pas si bien. y a besoin de soucis. Un grand merci de m'avoir invité à parler et à partager avec vous ce regard encore à chaud, en réalité, sur les effets produits par la réforme, comme Laura l'a souligné. Il y a effectivement des effets qui se produisent, bien sûr, mais qui sont encore extrêmement dilués dans le temps. Mais c'est important qu'on prenne le temps quand même de mesurer l'ampleur de ce début d'impact, de prendre collectivement le temps de le déplier, parce que cette loi a beaucoup d'implications. Et on est par ailleurs dans une actualité très dense, voire hystérisée pour ne pas dire électrique, en ce début d'année. Et on a besoin justement, voilà, de ces espaces-là, comme vous le créez, pour penser, pour analyser et prendre de la hauteur. Donc, merci beaucoup à ISM Interprétariat et à l'Observatoire de créer ces bulles extrêmement précieuses. Alors oui, quelques rappels salutaire sur ce texte avant d'entrer dans les arcanes de ces nouveautés relatives à l'asile et ses effets. Et comme ça a été effectivement rappelé par Laura, je ne vous redis pas à quel point l'ensemble de ce texte a été bien mal inspiré. Ça s'inscrit effectivement dans une boulimie législative, hein, c'est une obsession pour la norme. On nous en annonce d'ailleurs déjà des prochains, et donc je ne vous rappelle pas non plus sa fabrication extrêmement laborieuse, ni son adoption très tumultueuse à l'Assemblée nationale le 10 décembre 2023. Hein, certains d'entre nous s'en rappellent très fortement, ni son nettoyage, qui a été quand même une opération très heureuse par le Conseil constitutionnel au mois de janvier 2024, et pour finir, enfin d'être promulguée effectivement le 26 janvier 2024, donc la loi dite CAI.
qui est donc la dernière à ce titre. Alors pour bien comprendre, on est dans un schéma d'application à plusieurs vitesses. Pour ceux qui connaissent un peu, comme tout texte de loi, il y a certaines dispositions qui sont applicables depuis le 28 janvier très exactement, et d'autres qui relèvent d'une mise en œuvre par décret. Et puis il reste aussi encore quelques précisions qui peuvent même se faire ensuite par voie d'arrêtés, de circulaires et d'instructions en général. On a eu donc sur ce champ de l'asile des grappes de décrets au cours de l'été, comme sur d'autres pans d'ailleurs du texte. Et donc par conséquent, tous les effets, comme je le disais, sont pas du tout mesurables à ce jour. Il y a des choses qui sont pas du tout appliquées, c'est le cas notamment des pôles France Asile, on va en reparler. Et puis des autres où en fait on a un recul globalement de quelques mois. En fait, hein. On n'a pas une année complète, on est vraiment à peine sur quelques mois, ce qui est le cas par exemple de la transformation de la Cour, et je vais vous en parler un peu plus. Alors, ce qu'on on arrive à mesurer quand même, et ça vous avez dû en prendre connaissance, c'est que les chiffres de l'asile viennent tout juste d'être publiés en ce début d'année. Donc je me permets d'en rappeler un petit peu la teneur et les grandes tendances, sachant que ces chiffres qui ont été publiés donc voilà, par la Direction générale des étrangers en France, donc ministère de l'Intérieur, mais aussi donc évidemment par l'OFPRA qui est sous sa tutelle et par ailleurs et en parallèle par la Cour nationale du droit d'asile, sont des chiffres qui restent à consolider. Donc ça, c'est important de le retenir. Donc pour l'année 2024, quelles sont les nouveautés? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Déjà, c'est qu'on a une légère baisse du nombre de demandes d'asile qui a été enregistrées globalement. D'accord? C'est-à-dire au niveau des guichets uniques pour les demandeurs d'asile. Donc on a voilà, une baisse d'environ 5% globalement sur l'ensemble des demandes d'asile qui ont été enregistrées en France. On est pour l'année 2024 à 157 000 demandes d'asile. Et l'année dernière, on était à 167 000, donc c'est effectivement une légère baisse, mais qui reste, il faut le noter, c'est très très important, dans une tendance haute en fait, hein. Depuis en gros 2019, on oscille au niveau des enregistrements GUDA entre voilà 138 000 jusqu'à 145 000 demandes, donc c'est quand même une tendance toujours haute qui se maintient. Ce qu'on constate quand même dans les phénomènes notables, c'est une baisse importante des demandes d'asile dublinées, donc des procédures Dublin qui ont quand même baissé de presque 45%, quoi. C'est quasiment moitié moins. Donc ça, c'est important. Et puis dans les nationalités, on a aussi des variables, enfin surtout une en réalité, qui est une évolution très nette de la demande d'asile émanant des Ukrainiens et des Ukrainiennes. D'accord, qui arrive dans le top 1, qui est la numéro 1. Et c'est une évolution très nette qui est liée en fait à un contexte très simple, c'est que les bénéficiaires donc ukrainiens de la protection temporaire, je vous rappelle, c'est un dispositif donc parallèle, évidemment aujourd'hui recherchent à se maintenir dans le temps pour une protection prolongée et donc vont faire usage de leur droit comme tout le monde qui est celui de déposer une demande d'asile et d'ailleurs ils sont assez protégés. On a toujours l'Afghanistan, la République démocratique du Congo, la Guinée, la Côte d'Ivoire, la Turquie, Haïti qui sont dans les top 7-8. En fait ça change pas trop, on a l'Haïti qui remonte un petit peu de nouveau. Voilà, ça c'est pour les tendances nationalités. Et très rapidement, je vous dis un mot sur les chiffres OFPRA et CNDR, mais vraiment, je ne veux pas vous assommer de tous ces numéros de si bon matin. Et je vous invite vraiment à aller les consulter parce que c'est intéressant. L'OFPRA a enregistré plus de 129 000 demandes, je crois, première demande en 2024. Donc en fait, c'est en hausse, plus de 4%. Donc il faut se méfier des chiffres, hein. C'est pas parce qu'en fait, on a une baisse globale du nombre de demandes d'asile enregistrées auprès donc des guichets uniques que l'OFPRA lui aussi connaît une baisse. En fait, il y a des demandes d'asile qui ne seront pas examinées par la France, par exemple c'est le cas des procédures Dublin, et puis celles qui le seront, elles donc se retrouveront examinées notamment par l'OFPRA. Donc là, on a les Afghans, les Ukrainiens, Guinéens, RDC et les Ivoiriens qui sont en tête. Et surtout, l'Office a pris plus de 141 000 décisions. Donc c'est très important et elle a protégé 54 000 personnes en 2024, ce qui est un record, puisqu'on a un taux de protection de l'Office qui a pris quelques points de plus. On est à 39% en fait de taux de protection à l'Office. Je crois que c'est un des plus hauts taux de protection qu'on ait jamais eu. L'année dernière, on était à 33%. Voilà. Et puis un délai moyen qui est toujours dans une tendance de plus en plus basse. On est autour de, en tout cas, sous les 5 mois, c'est 138 jours. Voilà. Aujourd'hui, l'Office, au total, il a 650 000 personnes protégées. Voilà, son service de protection gère 650 000 personnes protégées. C'est le nombre de personnes réelles qui est bénéficiaire de la protection internationale en France. 650 000.
Voilà, au niveau de la Cour, très rapidement, on a eu plus de 61 000 décisions qui ont été rendues. On a un taux de protection qui est de 21%, qui reprend un petit point par rapport à l'année dernière, parce qu'on était à 20%. Voilà, donc l'OFPRA plus la Cour, ça représente un peu plus de 70 000 décisions favorables. Donc c'est un taux record historique de personnes protégées en France pour l'année 2024. Donc je pense que c'est surtout ça le phénomène notable qu'il faut retenir, mais qui est en fait un miroir des personnes qui viennent chercher protection et qui sont en besoin manifeste de protection, et en particulier un miroir d'un certain nombre de personnes qui viennent de zones de plus en plus en proie à des conflits armés extrêmement violents et donc qui nécessitent une protection. Et c'est d'ailleurs ce que remarque l'Office, mais aussi la Cour, donc dans ses explications. Donc ça, c'est les quelques chiffres qu'on peut effectivement avoir en tête, déjà pour planter ce décorum sur l'année 2024. Mais surtout, donc, il faut aller effectivement voir d'un peu plus près ce que ce nouveau texte, donc cette réforme nous propose en matière d'asile, et puis donc un peu essayer de lire ses premiers effets. C'est un nouveau texte en réalité qui propose cette loi une refonte profonde en fait et structurelle de l'asile qui est passée relativement inaperçue et qui pourtant est loin, loin, loin d'être anecdotique puisque finalement, elle va toucher cette réforme à la fois la procédure d'enregistrement et d'introduction de la demande d'asile en France, mais aussi ses modalités d'examen en matière de recours, puisque la Cour nationale du droit d'asile est aussi impactée. Et enfin, ça touche aussi tout un pan qui consiste à, notamment à écarter donc un certain nombre de personnes et de catégories de population des conditions matérielles d'accueil, ce qui entraîne des effets extrêmement délétères et dégradés sur, évidemment, les personnes qui les subissent. L'objectif, mais ça c'est pas nouveau, qui guide toujours la puissance publique quand elle adopte un nouveau texte et qu'elle veut essayer d'en mesurer ses effets, c'est d'aller toujours plus vite, de raccourcir toujours plus les délais de la procédure d'asile et donc de voilà, réduire en fait la totale durée en général d'instruction des demandeurs d'asile parce que ça a un coût en réalité. Donc cet accueil des demandeurs d'asile, c'est comme ça en tout cas que la France le voit. Et donc c'est l'obsession qui est recherchée par les différentes nouveautés qui sont mises en application. Alors, on va voir quelles sont ces différentes nouveautés. Je vais essayer de pas être trop longue et le plus clair possible, sachant que je sais bien que parmi vous et ceux qui nous écoutez, il y a à la fois des professionnels, pour beaucoup d'entre vous de ce secteur, qui connaissaient sans doute déjà et qui mesuraient et vivaient de plein fouet déjà tous ces impacts. Et puis peut-être qu'il y a des personnes qui en sont un peu moins accoutumées. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à préparer vos questions si j'ai pas été assez dans le détail ou si à l'inverse j'ai usé malheureusement de trop d'acronymes ou de technicité. Alors la première chose dans peut-être les effets de l'application, mais surtout des effets à anticiper, puisqu'ils ne sont pas encore totalement dépliés, c'est la création des fameux pôles territoriaux France Asile. Je pense que vous l'avez compris, cette réforme, en fait, voilà, son axe central à l'égard de l'asile, c'est la territorialisation. C'est ce dont rêvait d'ailleurs hein, la puissance publique depuis un certain temps, et c'est ce qu'elle a fait. Alors, ces pôles territoriaux, aujourd'hui, je tiens tout de suite à le préciser, ils ne sont toujours pas ouverts. D'accord? Ces pôles sont en cours euh, déploiement. Il y a 3 sites pilotes qui sont pressentis, mais dont les arrêtés n'ont toujours pas été publiés. On attend toujours la publication des arrêtés qui vont nous dire où seront ces 3 sites pilotes. Donc, voilà, je le précise tout de suite pour inquiéter personne pour ceux en tout cas qui connaissent un peu moins. Alors, qu'est-ce que c'est que ces pôles territoriaux France Asile? Eh bien, ces pôles ont vocation à se substituer en fait aux actuels guichets uniques pour demandeurs d'asile, les GUDA, qui sont la porte d'entrée en fait de l'enregistrement de la demande d'asile, mais aussi de l'octroi de ce qu'on appelle les conditions matérielles d'accueil, donc par l'OFII. Et donc, ces pôles regrouperont aujourd'hui à la fois toujours les services préfectoraux,
pour l'enregistrement de la demande d'asile. C'est-à-dire, pour faire court, je fais un petit rappel en passant, le classement donc, de la demande d'asile, soit donc en procédure accélérée ou normale si la France est reconnue comme étant celle qui peut examiner la demande, soit en procédure Dublin. Également donc la délivrance de la TDA, l'attestation qui permet de se maintenir légalement sur le territoire, et la remise du dossier OFPRA, la fameuse liasse OFPRA, qui doit être donc remplie et transférée surtout à l'OFPRA dans un délai de 21 jours. Ce pôle France Asile sera toujours composé aussi de l'OFII, donc qui a pour rôle de réaliser tout d'abord et normalement une évaluation des vulnérabilités des personnes qu'elle reçoit, une évaluation relativement sommaire, et de octroyer, ou en tout cas étudier en vue de l'octroi des conditions matérielles d'accueil, ce qu'on appelle les CMA dans notre jargon de technicien. Ces CMA qui désignent des prestations donc spécifiques qui sont octroyées aux demandeurs d'asile en cours de procédure, c'est-à-dire une allocation financière, la fameuse ADA, l'allocation demandeur d'asile, et un hébergement dans un dispositif dédié et exclusif qui est le dispositif national d'accueil, le fameux DNA, qui est organisé selon un schéma, qui est le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile, sur l'ensemble de la France. D'accord? Donc ça, c'est le travail de l'OFII. Et donc viendrait finalement un troisième acteur donc dans ces pôles France Asile, qui seraient des agents de l'OFPRA, qui auraient donc pour rôle l'enregistrement des demandeurs d'asile. C'est pas l'instruction de la demande d'asile qui serait faite dans les pôles France Asile, c'est-à-dire que ce n'est pas l'entretien qui est actuellement à Val-de-Fournet, c'est l'enregistrement. Je précise bien parce qu'il y a souvent pas toujours une grande lisibilité sur cet aspect, mais c'est l'équivalent de ce qu'aujourd'hui est fait par les demandeurs d'asile eux-mêmes, soit avec des aides diverses et variées, des associations mandatées à cet effet ou des compatriotes ou d'autres conseils. C'est vraiment la phase qui consiste pour la personne à remplir son dossier OFPRA et l'envoyer à l'office. Cette phase-là va disparaître, c'est-à-dire que c'est un agent de l'OFPRA, un agent de catégorie B, qui viendra lui-même enregistrer les demandes d'asile directement au sein de ce pôle France Asile. D'accord? Donc leur mission, ça consistera à prendre les informations qui se trouvent actuellement dans l'alias OFPRA, c'est-à-dire les informations sur l'état civil, la proposition du choix de la langue dans lequel ils voudront être entendus le jour de l'entretien à l'office, tous les éléments voilà, relatifs à la composition familiale, comme d'habitude l'itinéraire, etc. Et puis évidemment, les premiers éléments relatifs au fond de la demande d'asile, donc ce qui était prévu. Ça, c'est ce qu'on sait pour le moment. Cette phase d'enregistrement sera faite donc par les agents de l'OFPRA, normalement évidemment dans un lieu confidentiel, hein, dans un système de box qui sera situé dans ces fameux pôles territoriaux et donc a priori au sein des préfectures principalement. Donc l'objectif de cette mesure, c'est quoi? Puisqu'il n'y aura plus de dossier OFPRA qui sera remis aux personnes, il n'y aura plus non plus de délai de 21 jours pour pouvoir remplir donc cette demande d'asile. C'est d'aller beaucoup plus vite et de contracter, évidemment, le délai de procédure. Donc vous imaginez bien, alors on n'a pas encore une fois tous les détails. Aujourd'hui, en principe, quand vous vous rendez pour votre convocation au GUDA, quand vous êtes demandeur d'asile, vous allez voir la préfecture d'abord pour faire donc toute la partie administrative et donc d'enregistrement de votre demande et de classement de votre demande d'asile en quelle procédure. Et puis vous faites dans un second temps, s'il y a encore le temps dans la journée, le rendez-vous avec l'OFI. Dans certains départements, ça peut être dans un autre lieu aussi d'ailleurs. Et puis parfois, l'OFI a du retard et on est convoqué le lendemain, sur le lendemain, voire une semaine après, ce qui ne devrait pas être le cas, hein. Aujourd'hui, on ne sait pas si ce fameux enregistrement fait par des agents de l'OFPRA au niveau du pôle France Asile se fera le même jour. Mais on pourrait imaginer comme effet quelque chose d'extrêmement délétère qui consisterait à faire l'entretien préfecture, OFI, et puis on enchaîne avec l'enregistrement par un agent de l'OFPRA. Donc ça, voilà, on ne sait pas, tout va dépendre effectivement des capacités et du temps, mais ce qu'on peut imaginer, puisque là je suis dans une supputation des effets possibles, puisque ces pôles donc n'existent toujours pas, c'est de toute façon à quel point l'exercice sera difficile pour les demandeurs d'asile, en tout cas c'est ma conviction personnelle, qui risquent d'être évidemment relativement impréparés
à cette première étape d'enregistrement parce que à ce stade-là, évidemment, ils n'auront eu aucun accompagnement. Ils auront juste vu en fait la SPADA une fois pour recevoir cette convocation pour se rendre à leur entretien au pôle France Asile et c'est tout. Voilà, donc c'est effectivement un grand sujet et puis on pourra en parler évidemment aussi sur la question de l'interprétariat. Ces entretiens qui seront faits évidemment d'enregistrement à l'OFPRA avec les agents de l'OFPRA dans le pôle France Asile se feront avec des interprètes par téléphone et qui auront eh bien, voilà, ce rôle effectivement ici pendu au bout du fil par rapport à l'enregistrement de la demande d'asile, ce qui interroge bien entendu aussi les rôles de chacun, mais aussi des SPADA. Mais je pense que peut-être Laurent pourra compléter à cet égard. Ça vient aussi réinterroger le rôle des SPADA dans, par exemple, des compléments qui pourraient être apportés à l'OFPRA, à l'Office, après être passé par cet enregistrement un peu rapide. Voilà donc globalement pour la question des pôles territoriaux France Asile, qui encore une fois doivent être mis en place sur 3 sites pilotes, ça c'est ce qui est prévu par décret, et qui pour le moment n'ont pas encore ouvert, puisque les arrêtés prévoyant ces 3 sites n'ont pas été encore publiés à ma connaissance. En tout cas, globalement, ce que ça suscite évidemment comme réflexion en termes d'effet, c'est qu'est-ce que va produire cette contractation, cet vraiment rétrécissement des délais en général pour les demandeurs d'asile, puisque le but c'est d'aller toujours plus vite et donc d'avoir toujours plus vite aussi son rendez-vous à l'OFPRA qui lui sera maintenu donc à Val-de-Fontenay et donc de recevoir le plus rapidement les demandeurs pour l'instruction de leur demande donc par des officiers de protection à Val-de-Fontenay. Ça interroge effectivement pour des personnes qui seront sans doute de moins en moins préparées, puisque arrivées très rapidement, donc n'ayant peut-être pas encore bénéficié d'un accompagnement, qui seront par ailleurs, je vous rappelle, depuis la loi, depuis le 1er janvier 2019, donc l'avant-dernière loi, nous avons un délai de carence pour l'ouverture donc des droits à la PUMA, donc des publics de moins en moins aussi accompagnés d'un point de vue soin. Vous pourriez vous retrouver en fait à votre entretien OFPRA en moins de 2 ou 3 mois, et donc ne pas avoir eu vraiment accès à des soins, en tout cas spécialisés et de qualité, et par ailleurs devoir performer devant cette première instance de l'asile. Donc ça, c'est ce qui concerne vraiment la question, on va dire, de l'enregistrement et de l'OFPRA. La deuxième grande nouveauté introduite par la loi, c'est ce qui touche au contentieux de l'asile et la réforme structurelle de la Cour nationale du droit d'asile qui, là, pour le coup, est bien à l'heure, puisque elle a vraiment débuté depuis ces derniers mois. Quelques rappels très rapides pour ceux qui connaissent pas la cour, et d'ailleurs, je vous invite, c'est une cour, hein, donc les audiences sont publiques. Vous avez parfaitement le droit de vous y rendre pour vous rendre compte de comment les audiences sont menées. Et aujourd'hui, en plus, il y a donc, on va en parler, des chambres de la Cour qui se trouvent en région. Donc, pour tous ceux d'entre vous qui ne sont pas à Montreuil ou en Île-de-France, vous pouvez aussi en profiter. Donc, la Cour nationale du droit d'asile, c'est elle qui est compétente, je vous rappelle, pour juger les recours qui sont formés contre les décisions de l'OFPRA. D'accord? Et elle va statuer sur ces décisions, soit sur l'octroi d'une protection, soit sur le retrait aussi des protections internationales. On n'en parle pas trop, mais il y a aussi des personnes qui peuvent faire l'objet de retrait de la protection internationale. La Cour est aussi compétente. C'est la plus grande juridiction administrative de France, la Cour nationale du droit d'asile. Elle a rendu en 2023 66 000 décisions, en 2024 61 000. Donc c'est extrêmement conséquent. Pour l'année 2024, les premiers pays que la Cour a eu à entendre étaient des Bangladais, des Turcs, des Afghans, des Guinéens, des Congolais, des Ivoiriens, des Sri Lankais, Géorgiens, Nigériens et Russes. C'est les top 10. Donc c'est des nationalités plutôt similaires aux années précédentes, mais vous pouvez aller voir le rapport de la Cour. Et surtout, la Cour a amélioré aussi son délai de traitement qui est passé, puisqu'elle juge en moyenne les affaires à 5 mois et 9 jours. Donc ça aussi, c'est un record. Enfin, pour ceux qui connaissent la thématique de l'asile, vous repensez au délai qu'on connaissait il y a 10 15 ans, ça n'a évidemment rien à voir. L'année dernière, on était à 6 mois. Donc c'est un délai global effectivement qui tend à se réduire. Et son taux de protection, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vous le redis, est de 21,3%
pour l'année 2024, avec des pays donc, qui sont majoritairement protégés, c'est-à-dire les pays qui ont le plus haut taux de protection. C'est quoi pour l'année 2024? Ben, c'est sans surprise Haïti, le Soudan, l'Éthiopie, la Syrie, l'Iran, la Somalie, Djibouti, l'Ukraine. De mémoire, en tout cas, c'est les premières nationalités qui sont le plus à être protégées par la Cour. Et donc la Cour, elle prend des décisions par ailleurs en siégeant majoritairement en formation collégiale, normalement, on va le voir, et jusqu'à présent, par exception, c'était en juge unique. Et bien tout ça a également changé. Donc depuis les effets donc de la réforme. Alors tout d'abord, la première chose donc qui a largement marqué donc l'année 2024 pour la course, c'est sa territorialisation. La course a un gros paquebot, donc il a fallu lui faire prendre un grand virage. Et donc, l'une des ambitions de la loi, c'était vraiment de régionaliser la Cour nationale du droit d'asile, donc qui, jusqu'à présent, je le rappelle, se trouvait uniquement à Montreuil, dans un but double, alors à la fois rapprocher la Cour de ses requérants, mais aussi et surtout eh bien, d'éviter les renvois qui, selon la Cour, étaient dus beaucoup en raison d'absence, de difficultés de déplacement, et donc venaient plomber la moyenne des délais de traitement donc, de la Cour. Si vous avez des renvois tout le temps, évidemment, le délai moyen de traitement de la Cour est donc évidemment affecté. Or, c'est pas forcément le motif principal, pour tout vous dire, des renvois. Donc, on a décidé de créer des cours régionales de la CNDA rattachées aux cours administratives d'appel. Et donc, aujourd'hui, on a un déploiement progressif depuis en fait, septembre 2024, avec la création d'une chambre à Bordeaux, à Nancy, à Lyon et à Toulouse. Et en 2025, enfin plutôt fin 2025, ça, je pense que ça va être plutôt ça, seront créés deux autres cours dans les territoires, à Marseille et à Nantes. Voilà. Donc évidemment, ça a soulevé cette régionalisation un sujet réel de la question des moyens associés évidemment pour garantir sur ces nouveaux territoires des ressources qui soient adaptées évidemment à une qualité de justice, à une qualité d'examen et d'instruction similaire à celle qui peut être évidemment faite à Montreuil. Et donc, le déploiement a été très progressif. Les décrets d'application sont sortis en juillet 2024. Les choses sont mises en place, ISM le sait, relativement doucement à partir de septembre 2024. Et on peut dire qu'aujourd'hui, les cours voilà, régionales sont pleinement effectives depuis 2 mois, quoi, pour faire court. Voilà, donc ça c'est un premier point vraiment important. Un autre point dont on a quand même beaucoup moins parlé. Donc aujourd'hui, la cour finalement, c'est 23 chambres regroupées dans 6 sections, 5 chambres territoriales donc, et puis 18 chambres en siège, c'est-à-dire à Montreuil. À Montreuil, ce qu'il faut savoir, et on le sait un peu moins, c'est que on continue à entendre toutes les affaires qui viennent d'Île-de-France, les affaires qui viennent de Hauts-de-France, d'accord? Mais aussi toutes les affaires qui relèvent de chambres spécialisées. Donc, je m'explique. Je suis désolée, c'est un peu compliqué, mais en réalité, en même temps que nous avons fait vraiment un mouvement de territorialisation de la Cour, il y a eu un mouvement de recentralisation à Montreuil pour toutes les affaires spécialisées sur certains pays. Dit autrement, l'instruction des dossiers devant la Cour peut être redirigée vers des chambres spécialisées qui sont basées à Montreuil, soit parce que les interprètes dans les langues sont trop rares et on ne peut pas en trouver ailleurs, soit en raison de la situation géopolitique complexe. Et donc, il y a des sections et des chambres spécialisées à la Cour, situées à Montreuil, qui ont été officialisées. Donc, la section 1, c'est territoire palestinien-Yémen, la section 2, c'est Iran-Libye, la Syrie et l'Irak pour la section 3, le Népal, l'Ukraine section 4, etc. D'accord? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je sais pas moi, si vous avez un Népalais à Bordeaux, eh ben il sera pas entendu à Bordeaux, il sera entendu à Montreuil. Si vous avez un Syrien qui est à Nancy, il sera pas entendu à Nancy, il sera entendu à Montreuil. Donc c'est vrai que ça pouvait être un peu compliqué sur les effets au début à bien comprendre ce qui se jouait au niveau de la territorialisation, mais c'est qu'il y a eu un effet doublé de spécialisation.
territorialisation et spécialisation en fait de la Cour. Et en réalité, cette spécialisation, il faut savoir aussi qu'elle n'était pas nouvelle, puisqu'en fait la Cour expérimente la spécialisation depuis que j'y suis, je pense, ouais, depuis 2020. Voilà, donc ça faisait déjà assez longtemps que ce phénomène était à l'œuvre. Donc ça, c'est une grande nouveauté, c'est vrai, d'avoir effectivement ces cours régionales. Et c'est, je pense, appréciable vraiment pour les requérants. Et c'est important d'être au plus proche, effectivement. Vous le savez aussi, il y a beaucoup de requérants convoqués à 9 heures, qui venaient la veille, qui ne dormaient pas ou dans des conditions extrêmement précaires. Il y a les questions des déplacements, des prises en charge des déplacements. Tout ça était effectivement assez inadapté. Deuxième point, et j'en termine pour la cour, pour pas être trop longue non plus, c'est la fin de la règle de la collégialité pour juger des affaires. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui est passé peut-être un petit peu inaperçu, quand bien même il est clair que, en tout cas dans le texte, s'agit de revenir vraiment sur toute la procédure actuelle d'examen de recours devant la Cour et renverser en fait ce principe fondamental, originel, historique, hein, depuis qu'on a créé la Cour en 52. L'idée était d'avoir vraiment des formations par principe collégial, c'est-à-dire composées de 3 membres. Une formation collégiale à la Cour, c'est un président et une présidente et 2 assesseurs, un assesseur qui est nommé par le Conseil d'État, un autre par le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies, ce qui est d'ailleurs aussi une particularité qui n'existe nulle part ailleurs dans d'autres instances de l'asile, en tout cas pas à ma connaissance. Et donc ce n'était avant que par exception, dans des cas limitativement prévus par la loi, que un examen pouvait se faire par un juge statuant seul, c'est-à-dire un juge unique. Et auparavant, c'était le cas de toutes les demandes placées notamment en procédure accélérée. Pour ceux qui connaissent bien, quand on est demandeur d'asile et qu'on voit sa demande d'asile placée en procédure accélérée, une des conséquences, c'était cet appauvrissement des garanties procédurales et notamment de voir sa demande d'asile donc entendue en juge unique. Aujourd'hui, la loi a renversé donc cette vapeur. Elle a renversé le principe du juge unique à la CNDA et donc son recours à la formation collégiale est aujourd'hui possible uniquement quand une question le justifie. D'accord? Ça veut dire que le principe, c'est le juge unique et par exception, le recours à la formation collégiale est possible quand une question le justifie, ce qui est en soi une notion assez floue et surtout qui est interprété en fait par les présidents et les présidentes des chambres de la Cour. Donc c'est une nouveauté et voire même une rupture historique. Dans les faits, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que la collégialité a été quand même plutôt bien préservé. Certes, la loi inscrit dans la possibilité de mettre fin à cette collégialité, mais pour le moment, alors après, un recul très très léger, hein. En fait, ce principe donc est applicable depuis en fait un décret du mois de juillet 2024 et dans les faits est mis en œuvre possiblement depuis en fait septembre de mémoire. Et donc on a un recul de quelques mois. On n'a même pas une année complète hein, pour faire de la comparaison aujourd'hui sur le nombre d'affaires placées en collégial et le nombre d'affaires qui ont été traitées en juge unique. Puis après aussi, il y a la question des ordonnances. Donc ça, c'est plutôt à la pratique que je peux vous le dire, étant une praticienne sur ce sujet, qu'on voit effectivement que la collégiale reste encore, en tout cas, plutôt favorite et que les présidents et les présidentes de chambre n'ont vraiment aucune difficulté à y recourir dès qu'il y a voilà, une moindre question, une difficulté sur des affaires jusqu'à présent qui passaient en collégial, en fait, hein, parce qu'elles avaient un certain degré de complexité, quoi qu'il advienne. Alors, quand même, juste une vigilance, c'est inscrit dans le texte et donc c'est à la libre interprétation évidemment de la Cour et de ses présidents et présidentes. Le jour où le vent tourne, le jour où on n'a plus cet attachement non plus ou cette compréhension de la complexité du contentieux de l'asile, eh bien la loi le permettra. Donc ça, c'est en fait une épée de Damoclès qui est assez inquiétante. Le contentieux de l'asile, c'est pas du tout un contentieux ordinaire, c'est un contentieux déjà de pleine juridiction. Pour les non-juristes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la Cour, elle écrase les décisions de l'OFPRA, elle les annule et elle en prend des nouvelles de protection. Elle protège la Cour. Elle prend des décisions de plein contentieux. Donc elle garantit en fait l'accès au droit d'asile et à ce droit fondamental qui est constitutionnellement consacré. Et donc elle vient protéger. Ça, c'est important. Et on a une singularité du contentieux de l'asile qui repose sur rien de matériel. En réalité, il faut établir
des faits, il faut établir en droit des craintes de persécution, et la seule matière qu'on a à la cour, c'est la parole, c'est le récit, c'est les mots. Et donc, il faut établir la crédibilité, la véracité des dires des personnes. Et donc, les juges de la cour, c'est des juges évidemment des persécutions, mais c'est surtout et avant tout des juges de la crédibilité. Donc, la demande d'asile, elle est principalement examinée sous ce prisme de la crédibilité. Et donc, tout l'enjeu, c'est comment juger de la crédibilité finalement des faits énoncés par les requérants, comment évaluer les craintes, leur plausibilité. Donc c'est effectivement un exercice extrêmement difficile, et c'est pour ça que la France a fait le choix de créer dans son système d'examen de la demande d'asile et de se doter d'une cour et d'une instance qui soit spécialisée pour ne pas confier ça à un juge administratif de droit commun quelconque. Donc on a compris très tôt que ce contentieux nécessitait de faire appel à une expertise particulière avec des compétences spécifiques, voilà, qui font appel à des dimensions géopolitiques, juridiques et aussi profondément humaines. Donc évidemment, la collégialité, c'est comme une garantie procédurale. C'est une gage d'exigence, quoi, en fait, hein, de triple vigilance, parce que vous avez trois cerveaux, quand on est trois, dans la collégialité, à rendre une décision, et donc ça va concourir à trois, bien sûr, à pouvoir fabriquer des décisions bah, qui soient plus éclairées, et donc qui soient finalement beaucoup plus justes, beaucoup plus robustes. Donc ça, c'est très important, et notamment sur les prismes linguistiques, culturels, que vous connaissez bien aussi à ISM. On peut évidemment se rendre compte de l'apport qu'il peut y avoir de croiser, donc à trois, l'examen de situations évidemment extrêmement complexes et qui bah, permet d'accéder un tout petit peu à la compréhension, je pense, un peu plus juste de la réalité des parcours et des récits de persécution. Donc voilà, cette disposition, elle permet effectivement aujourd'hui et maintenant de ne plus recourir systématiquement à la collégialité. Et donc c'est un affaissement, en tout cas potentiel, inscrit dans le marbre de la loi, qui a été adopté sans encombre, qui est effectivement donc en cours d'application et qui a fait très 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 peu de bruit. J'en termine pour vous donner quand même quelques éléments malheureusement d'inquiétude supplémentaires. C'est finalement ces nouvelles dispositions, vous le comprenez, dont les effets recherchés, c'est d'aller toujours plus vite, de raccourcir la procédure, que les personnes aillent le plus vite possible devant l'OFPRA, qu'en cas de recours, la Cour aille le plus vite possible, etc. Tout ça, malheureusement, est à l'œuvre avec une deuxième lame de fond qui est celle des restrictions supplémentaires concernant les conditions matérielles d'accueil des personnes demandeuses d'asile. Pourquoi j'en parle? Parce que je pense qu'en tout cas, les structures que vous portez, je pense que Laurent, pour Forum Réfugiés, pourrait aussi apporter vraiment des éléments concrets supplémentaires. C'est effectivement un des effets très délétères et peut-être assez peu anticipés de la loi. De quoi parle-t-on aujourd'hui, enfin jusqu'à présent, comme vous le savez pour certains d'entre vous, il y a un certain nombre de catégories de personnes qui ne sont pas éligibles aux conditions matérielles d'accueil. Je rappelle que les conditions matérielles d'accueil, c'est-à-dire un, l'allocation financière demandeur d'asile ADA et un hébergement dédié, sont des conditions qui sont évaluées et qui sont octroyées par l'OFII au moment, normalement, du passage auprès du guichet unique pour demandeur d'asile, auprès du GUDA. Vous allez voir la préfecture, ensuite vous allez voir l'OFII, et c'est l'OFII qui va évaluer votre situation et notamment la vulnérabilité, il va décider d'octroyer ou non les conditions matérielles d'accueil. Donc ça veut dire que la loi prévoit déjà si vous êtes éligible ou pas à ces conditions matérielles d'accueil. Après, on peut être éligible et puis n'en voir jamais la couleur, notamment en matière d'hébergement dédié. Ça, c'est encore un second problème. Mais là, je parle déjà du premier problème, c'est-à-dire de catégoriser juridiquement qui a droit ou qui n'a pas droit aux conditions matérielles d'accueil. D'accord? Jusqu'à présent, les conditions matérielles d'accueil, quand je dis jusqu'à présent, c'est-à-dire jusqu'à juillet 2024, les conditions matérielles d'accueil pouvaient être potentiellement refusées par l'OFII dans un certain nombre de situations, notamment des situations qui recouvrent les situations dites de classement en procédure accélérée, par exemple quand on fait une demande de réexamen, quand on fait une demande d'asile tardive au-delà de 90 jours, par la suite, si on refuse une proposition d'orientation en région, si on ne se présente pas à des entretiens, etc., etc. Ça, c'était une possibilité.
D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est à la discrétion de l'OFII, déjà. Donc, il pouvait très bien ne pas faire usage de cette possibilité. Et puis, il y avait la possibilité aussi que l'OFII revienne sur cette décision-là. Aujourd'hui, depuis la loi, il y a juste un petit mot qui a changé. Le peut est devenu doit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis le mois de juillet 2024, l'OFII doit refuser les conditions matérielles d'accueil ou retirer les conditions matérielles d'accueil dans 10 situations. Le réexamen, la demande d'asile tardive, le refus de la proposition d'orientation dans une autre région dans le cas du DNA, si vous sortez de votre hébergement, la néo-présentation aux entretiens, la dissimulation des ressources, etc., etc. Ça, les alias, les demandes d'asile multiples, etc. Ça, c'est une grande nouveauté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le refus des conditions matérielles d'accueil est systématique. Il n'y a plus cette possibilité de discrétion que pouvait faire jusqu'à présent l'OFII. Simplement, et dans tous les cas, ces refus d'octroi des demandes, des conditions matérielles d'accueil par l'OFII ou ces retraits doivent par principe toujours se faire en prenant en compte la vulnérabilité. C'est pour ça que l'OFII doit étudier normalement cette vulnérabilité. Mais ce travail-là n'est pas toujours très bien fait, voire pas fait du tout. Donc évidemment, ça a entraîné des conséquences que vous imaginez. La conséquence, c'est quoi? C'est qu'il y a eu moins de personnes qui ont pu bénéficier des conditions matérielles d'accueil, donc qui n'ont pas pu être éligibles ni à l'aide financière, ni à une orientation dans le cadre du DNA. Un certain nombre de SPADA, et je pense à Laurent, mais à d'autres SPADA tenus par d'autres associations, en ont senti largement les effets. Il y a les SPADA qui sont transformés en accompagnement que de publics sans CMA, en fait. Donc ça a eu effectivement des effets, donc une précarisation extrêmement importante du nombre de demandeurs d'asile concernés. Et puis il y a eu aussi d'autres effets supplémentaires, c'est qu'il y a eu des changements dans les règles de contentieux pour contester ces décisions de retrait de conditions matérielles d'accueil ou de refus dans le cadre d'un nouveau contentieux qui est devenu aujourd'hui ce qu'on appelle un contentieux d'urgence, c'est-à-dire que ces décisions-là, aujourd'hui, se contestent avant tout devant le juge administratif dans un délai de 7 jours. Très très court, ce qui n'était pas le cas avant. Donc c'est devenu très compliqué aussi pour les personnes de contester ces décisions et aussi pour les associations qui les accompagnent. Tout ça est couplé dans un contexte dont je ne vais pas trop m'étendre parce que je pourrais parler encore très longtemps et je vais bientôt clôturer, qui est une suppression de places, notamment donc d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile dans le cadre du DNA, dans le cadre du budget qui vient d'être adopté 2025, suppression de 6500 places. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder la tribune de la Plume aussi de Forum Réfugiés et d'autres sur ces sujets. Une diminution quasiment donc de 9% de la capacité du parc du dispositif national d'accueil, c'est considérable. Je rappelle à cet égard qu'on est dans une fin de dynamique vraiment aujourd'hui qui depuis 15 ans tend à augmenter le nombre de places. Il y a eu un nombre de places très très conséquent qui a été créé par l'État, il faut le souligner. En 15 ans, on est passé de 30 000 places à 120 000 places. C'est considérable, mais on n'a jamais réussi à rattraper le temps. On a toujours été dans un dispositif sous-calibré, incapable en fait de rattraper notre retard et en décalage, si bien que si on prend par exemple les chiffres 2023 ou 2024, c'est 42% de l'ensemble des demandeurs d'asile en cours qui ne sont pas hébergés dans le cadre d'un hébergement dédié, soit parce qu'ils sont pas éligibles, soit parce qu'ils sont éligibles mais il n'y a pas de place. D'accord? Donc, c'est effectivement une conséquence de baisser ce nombre de places. Et bien entendu, les conséquences, c'est la précarisation de ces demandeurs d'asile, c'est aussi la naissance de campements et d'habitats informels, et évidemment, une rupture, puisqu'on est aussi, d'un point de vue du droit, une rupture d'égalité flagrante dans ces conditions d'accueil qui va rejaillir très nettement sur la capacité aussi pour les personnes à accéder à une protection, c'est-à-dire à performer devant les instances de l'asile, qui sont l'OFPRA ou la Cour. Quand vous n'avez pas les conditions matérielles d'accueil, quand vous n'avez pas d'hébergement, quand vous n'avez rien, à part effectivement un accompagnement très léger par les SPADA, eh bien, vous n'allez pas performer de la même manière quand vous êtes à la rue. Et ça, par ailleurs, ça laisse aussi des traces dans les parcours, chez des personnes qui vont être aussi protégées et qui vont ensuite rester en France et bien entendu s'intégrer. Voilà un petit peu pour les différents éléments, mais je pense que je suis en train de dépasser le temps imparti. Chère Laura, surtout, n'hésite pas à me dire. Il De y quelques a, minutes seulement, donc je te laisse conclure sans souci. donc je vais conclure, effectivement, il y a encore d'autres points qu'on aurait pu aborder parce que malheureusement,
Cette réforme touche quand même à beaucoup d'autres aspects. Il y a les aspects contentieux aussi. J'ai pas du tout parlé des mesures donc de transfert du blin, de réadmission du blin que vous connaissez, mais qui font l'objet aujourd'hui de nouveaux délais de recours, délais de recours de 7 jours. Donc c'est évidemment toujours extrêmement complexe pour les personnes dans un délai aussi restreint d'arriver à trouver la possibilité d'exercer leur droit de recours. Et puis il y a aussi, nouveauté permise par la loi, la possibilité d'enfermer les demandeurs d'asile, notamment en centre de rétention administrative, lorsque leur comportement représente une menace à l'ordre public. Ce qui est une notion extrêmement large, puisque la notion de gravité a disparu, et à laquelle enfin pardon, les préfectures peuvent y recourir depuis cet été, en fait, hein, depuis un décret du mois de juillet, et qui là aussi, effectivement, peuvent laisser des traces, parce que en privation de liberté, vous pouvez demander l'asile, mais c'est dans un contexte de privation de liberté avec un S, et la procédure est très accélérée, il y a 5 jours pour déposer la demande, donc c'est très compliqué. Voilà, donc comme pour les réformes précédentes, vous l'avez compris, on perçoit ici que l'objectif c'est raccourcir, aller plus vite, mais que ça se fait au détriment évidemment des droits et de la qualité aussi de l'examen des demandes. Cette célérité qui est recherchée, cette rationalisation. Et surtout, eh bien, on n'est pas au bout de nos peines parce que on n'a pas encore mesuré évidemment les pleins effets de ces nouvelles dispositions, mais surtout en matière d'asile, les nouveautés qui seront appliquées dans le cadre notamment du déploiement du pacte asile et migration vont avoir aussi de nouveaux impacts considérables auxquels il faut se préparer et je pense que Laurent va nous en parler. Merci beaucoup.